Bienvenue à votre balado hebdomadaire, la mise à jour. Il s'agit de l'épisode 2.11 et vous avez sûrement remarqué l'absence de François cette semaine. Ce dernier est à Québec pour y donner une conférence, donc vous êtes pognés avec moi aujourd'hui. Mais je vous rassure, on a des sujets super intéressants qu'on va regarder ensemble, notamment une nouvelle procédure pour vendre des iPhones complètement frauduleux. C'est vraiment assez flyé. Également, nouvelle technologie pour détecter les deepfakes. Également, les antivirus qui sont les plus rapides et ceux qui affectent le moins les performances de notre ordinateur. Je vous parle également de la Surface Pro 9 que j'ai devant moi, que j'ai pu faire l'essai, ainsi que des solutions pour recevoir vos colis de façon entièrement sécuritaire, mais aussi, surtout, de façon abordable. On va regarder ça ensemble. Mais avant toute chose, remercions notre commanditaire Best Buy, encore une fois, qui commandite donc ce nouvel épisode et qui veulent vous partager leurs conseils de magasinage des fêtes, parce que bon, c'est la période en ce moment, demain, même après le tournage, c'est le fameux vendredi fou, cyber lundi qui va s'en venir, puis ça va continuer pendant tout le mois de décembre, on s'entend. Et donc, premier conseil qui nous rappelle, effectivement, c'est vrai, il faut magasiner tôt, dans la mesure où s'il y a un produit qui nous intéresse, ben malheureusement, ça se peut qu'il soit plus en stock si on attend le 23 décembre. Donc, allez magasiner rapidement s'il y a vraiment un produit que vous convoitez, allez magasiner tôt. Et également, deuxième conseil, ben, forcément, on peut le faire à distance, parce que bon, la COVID-19, ça se promène encore, les grippes, les rhumes, ça se promène. Et donc, magasiner en ligne directement sur le site de Best Buy. Il y a même un onglet que moi, j'affectionne particulièrement, c'est celui d'Oben Shock pour aller retrouver les produits en spéciaux. Bref, vous pouvez faire l'achat en ligne. Vous avez la livraison gratuite pour un achat au-delà de 35 $ ou sinon, vous pouvez carrément aller ramasser en magasin le produit que vous avez acheté en ligne. Et enfin, le troisième conseil et rappel qu'ils vous font, c'est que tous vos achats des fêtes que vous faites en ce moment pour des cadeaux de Noël, ben, vous pouvez les échanger ou bien les retourner jusqu'au 14 janvier, dirais-je, 2023. Donc, vraiment, ça mesure que peut-être que le cadeau que vous pensiez opte pour votre beau-frère ou pour votre cousin ou pour votre mère ou quoi que ce soit, ben, finalement, c'était peut-être pas le bon choix. Ben, rassurez-vous, vous allez pouvoir aller le retourner sans souci chez Best Buy. Encore une fois, vous pouvez faire de beaux achats et de belles économies en vous rendant sur le site web de Best Buy. Let's go, on commence ça! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Bon, François est absent cette semaine, mais il aurait fait un mot d'ordre que ce soit le premier sujet auquel on aborde dans cette nouvelle mise à jour. C'est la vente Incertec, mais en ligne cette fois-ci. La fin de semaine dernière, c'était la vente d'entrepôts à leur magasin. Et là, maintenant, ça se transpose sur le web. Si vous ne connaissez pas Incertec, c'est un organisme que parraine François depuis plus de 20 ans. Organisme qui veille à réintégrer des jeunes sur le marché du travail, des jeunes qui peut-être ont eu de la difficulté à l'école, des difficultés personnelles ou quoi que ce soit. Ce sont plus de 1400 jeunes qui ont été justement aidés, accompagnés à retourner sur le marché du travail depuis 1998 en les formant comme étant que ce soit des réparateurs d'ordinateurs ou que ce soit des techniciens informatiques. Et donc, la vente en ligne, la vente d'entrepôt, c'est leur principale vente pour pouvoir justement financer leurs activités. Ce sont littéralement des entreprises qui leur font don de leurs ordinateurs et ce sont des excellents ordinateurs qui, eux, ensuite vont vouloir donc les réparer, les renettoyer, les repimper, notamment au niveau des disques durs. On va y placer des disques durs SSD pour vraiment avoir une super belle vitesse d'exécution. Et donc, pendant la vente en ligne, on peut se procurer des ordinateurs vraiment à des prix complètement indécents, à 125, 300 $. Bref, il y a des super beaux produits, que ce soit des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, même des iMac. Je pense que c'est la première fois, ça fait 5 ans que je travaille ici chez FrançoisCharron.com. J'ai jamais vu des Mac dans la vente d'Incertec. Donc, c'est le moment d'en profiter. Ça livre partout au Québec et la vente est jusqu'au 4 décembre. Vraiment une belle opportunité
opportunité, encore une fois, pour se munir d'un ordinateur, peut-être pour la famille, on veut, ou pour un enfant qui est à l'école, on ne veut pas nécessairement débourser la grosse affaire. C'est vraiment l'opportunité à saisir avec cette vente en ligne d'Incertec. Et vous m'avez vu faire, hein, j'ai tourné le fameux sablier du temps. Je vais essayer de condenser ça en 30 minutes. Je ne sais pas trop, peut-être que ça risque de prendre moins de temps que ça, surtout si je continue à parler aussi vite que ça. Je vais peut-être calmer un petit peu le tempo. Mais donc voilà, on va essayer de résumer l'actualité de la semaine en de 30 minutes. J'en parlais en entrée de jeu, donc des iPhones frauduleux qui sont vendus sur le web. Peut-être avez-vous vu les annonces ou avez-vous vu même le reportage carrément à l'émission La Facture à Radio-Canada qui ont donc expliqué un procédé assez sophistiqué pour essayer de nous frauder au niveau de vente de téléphones intelligents. Bon, comment ça fonctionne? Essentiellement, ce sont des téléphones, des iPhones entre guillemets, là, vous ne me voyez peut-être pas si vous nous écoutez sur une plateforme de balado. Mais donc, ce sont des téléphones qui sont vendus sur des sites de petites annonces, que ce soit Marketplace sur Facebook, que ce soit Kijiji ou bien sur l'EPAC. Et ce sont des iPhones récents, comme par exemple un iPhone 13 Pro Max ou même peut-être même un iPhone 14, qui sont vendus sur ces plateformes-là à des prix qui, regarde ça, puis 400$ de moins qu'un vrai iPhone, qu'un iPhone chez Apple ou quoi que ce soit. Et donc, la personne, dans le fond, essentiellement, cherche à nous convaincre en nous disant, je lui reçois un cadeau, mais tu sais, j'ai déjà mon téléphone, fonctionne bien, j'en ai pas besoin. Regarde, même, j'ai la facture du dit téléphone pour tenter de nous prouver que c'est un véritable téléphone. Or, vous aurez compris depuis le début, ce n'est pas un vrai iPhone, quand bien même que la boîte, ça a l'air d'une vraie boîte d'iPhone. Le téléphone, on le sort. Ça a l'air d'un vrai iPhone, mais il y a des petits indices qui nous permettent de déceler que ce n'est malheureusement pas le cas, notamment l'appareil photo. Hein, souvent, on va avoir comme les trois ronds des fameux appareils photo à l'endos du iPhone 13. Bien, si on regarde attentivement, on se rend compte qu'il y en a juste une que c'est une véritable caméra. Les deux autres, c'est juste du plastique puis absolument rien derrière ça. Même chose au niveau du flash. Le rond du flash va être un petit peu plus rosé comparativement à la couleur jaunâtre d'un vrai iPhone. Même chose pour l'encoche noire dans le haut pour y placer la caméra du FaceTime. La caméra sur le faux téléphone va vraiment ressortir, alors que celui sur le vrai, on la voit pas parce qu'Apple fait un très bon travail dans l'écran pour masquer la caméra à l'arrière. Et aussi, quand on ouvre le téléphone, on se rend compte que carrément le logiciel qu'on utilise derrière ça, on a voulu créer une espèce de faux iOS. Il y a plusieurs fautes là-dedans. Il y a des affaires qui n'ouvrent pas. L'App Store, notamment, qui n'ouvre pas. Ça, déjà, c'est un excellent indice qu'il y a quelque chose qui cloche avec le fameux iPhone. Mais également, quand on regarde dans les réglages, littéralement, il y a des fautes de frappe. Il y a carrément des doublons de langue. Il y a du français, de l'estonien, de l'espagnol dans les réglages, quand bien même qu'on a placé notre téléphone en français. Bref, plusieurs trucs qui nous permettent de déceler qu'il s'agit d'un faux iPhone. Également, la boîte, à l'endos, des fois dans les explications, on va par exemple marquer que le iPhone, c'est un iPhone black. Mais si vous regardez sur le site d'Apple, ça n'existe pas un iPhone black, c'est un iPhone graphite, hein, parce qu'ils ont des noms sophistiqués. Bref, plusieurs trucs comme ça qui nous permettent de déceler lorsqu'on a l'appareil en main, à savoir si c'est un vrai ou non. Également par rapport à la facture que la personne va chercher à nous refiler, regardez-la, encore là, souvent il va y avoir des fautes de frappe carrément dans la fameuse facture ou même un pourcentage de taxes qui n'a complètement pas d'allure comparativement aux taxes ici qu'on a au Québec. Bref, regardez parce que ce sont malheureusement donc des factures qui ont été littéralement, complètement frauduleuses. En fait, je cherche le mot, comme on dit déjà quand on a changé, on a altéré essentiellement la fameuse facture en question. Et pour éviter de tomber dans le piège, ne serait-ce ne pas perdre même du temps à se rendre auprès de ce fameux vendeur de téléphone, regardez au niveau de la date de création de son compte lorsque vous regardez son profil sur le site de petites annonces auquel vous consultez. Si le compte en question a été créé récemment, déjà ça devrait vous placer anguille sous roche. Souvent, ces personnes-là vont se faire flaguer sur ces plateformes-là, vont devoir fermer leur compte et donc en réouvrir un autre, de sorte que si jamais le compte a été créé il y a quelques semaines ou le mois passé, déjà, après avoir vu déjà que le téléphone est en méga rabais, vous devriez éviter ce genre de propositions-là. Parce que ce sont, encore une fois, de faux iPhone. On reste dans le monde du faux pour déceler le vrai du faux. Cette fois-ci, dans les vidéos, on entend de plus en plus parler de l'hyper-trucage, c'est-à-dire, dans le jargon, le deepfake.
Donc, cette idée de prendre une photo ou prendre une vieille photo et, grâce à l'intelligence artificielle, la juxtaposer à une image concrète. Donc, par exemple, je prends une vidéo de François ou je prends une photo de François, je le mets dans un logiciel de deepfake et là, je l'applique à la vidéo même que je tourne en ce moment et j'essaie de vous faire croire que je suis François. Vous aurez compris qu'il faudrait aussi que je change ma voix, que je change mon intonation, quoi que ce soit, parce qu'on comprendrait que je ne suis pas François Charon. Mais toujours est-il que c'est une technologie qui est de plus en plus utilisée malheureusement à mauvais escient, que ce soit pour, bon, forcément faire de la fraude, faire des arnaques, mais aussi littéralement de l'extorsion, de la sextorsion ou pour complètement détourner des faits. On le voit notamment au niveau politique, il y a certaines personnes qui vont vouloir essayer de détourner les messages de leurs opposants politiques, des groupes qui vont essayer de changer qu'est-ce qu'un politicien a dit alors que c'est clairement pas lui qui l'a dit parce qu'on a utilisé encore une fois toute cette technologie d'hyper-trucage. Bref, c'est quelque chose qui prend de l'extension et qui peut franchement devenir dangereux. Et heureusement, la compagnie Intel, compagnie qui font des processeurs informatiques, pense avoir trouvé l'outil et le truc pour pouvoir déceler justement quelles sont les vidéos qui utilisent ces fameuses technologies d'hyper-trucage. Ils ont appelé leur outil le Fake Catch. Et la façon de déceler justement les vidéos d'hyper-trucage est franchement sophistiquée. C'est-à-dire que, bon, eux aussi forcément vont utiliser l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le Deep Learning. Donc, c'est l'idée en quelque sorte que, à mesure que l'ordinateur consulte de plus en plus de vidéos justement d'hyper-trucage, voit des trucs, décèle justement à quel point et quelles sont les technologies qui sont utilisées, plein de points de repère pour savoir si la vidéo ou non est vraie ou non. Et donc, à mesure qu'il en regarde, il en consulte vraiment beaucoup, va enregistrer ça dans sa base de données et donc enrichir sa propre intelligence à cet effet-là. Et toujours est-il que sur le point sur lequel il va être en mesure vraiment de placer le focus pour après ça détecter si oui ou non il s'agit d'une vidéo qui utilise l'hypertrucage, c'est grâce au flux sanguin. Alors, on ne s'en rend pas compte nécessairement à l'œil nu, mais quand notre cœur pompe, ça pompe dans nos veines et nos veines vont changer de couleur. Et ça, l'ordinateur, avec les intelligences artificielles, est en mesure justement d'aller détecter ça, notamment dans les veines de notre cou, de sorte que quand il va regarder justement une vidéo avec de l'hypertrucage, ça, on ne le voit pas, le flux sanguin, parce que c'est une juxtaposition des images, encore une fois, et c'est à partir de là, justement, que leur outil d'Intel, le Fake Catch, est en mesure, justement, de détecter si c'est une vidéo qui utilise l'hypertrucage. Intel mentionne dans son étude qu'il est en mesure de détecter jusqu'à 95... En fait, le taux de détection est à 95% avec cet outil-là, donc on espère certainement que ça permettra, encore une fois, d'endiguer toutes les fraudes et toutes les arnaques qui peuvent malheureusement utiliser ce type de technologie qui est le fameux deepfake. On reste dans le monde de la protection, cette fois-ci dans la protection antivirus. On le rappelle, c'est toujours important de se munir d'un antivirus parce qu'encore une fois, les menaces sont nombreuses sur le web. Par contre, il y en a plusieurs des fois qui disent « qui nous posent des fois la question ou qui se plaignent de leur antivirus dans la mesure où ils nous demandent ou ils disent « Est-ce que tel antivirus va ralentir mon ordinateur? Je trouve que celui-là, c'est épouvantable, il ralentit tellement mon ordinateur. » Bon, il faut comprendre que certainement un antivirus va affecter un peu les performances de notre ordinateur puisqu'il doit rouler constamment en arrière-plan afin d'examiner ou bien d'analyser tous nos fichiers afin d'après ça, lui, de regarder dans sa base de données, OK, ce fichier-là est correct, ce fichier-là est correct, ce fichier-là est correct, il n'y a pas de code malveillant, il n'y a pas de code malveillant, il y en a un ici. Donc, pour ça qu'il roule toujours en arrière-plan, même chose pour les sites que l'on consulte, bref, pour qu'il soit toujours alerte afin de détecter les diverses menaces qui nous guettent, encore une fois, sur le web ou qui nous guettent sur notre ordinateur. Et toujours est-il qu'il y a une compagnie, c'est pas une compagnie en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui s'appelle Evitest, un organisme auquel nous-mêmes chez françoischaron.com, on se réfère beaucoup à leurs tests indépendants au niveau des antivirus, au niveau du score de détection des antivirus. Mais là, on publié une étude cette fois-ci sur l'impact que les antivirus sur les performances de notre ordinateur et donc de déterminer quel est l'antivirus qui a le moins d'impact au niveau des performances et donc de la vitesse d'exécution sur notre ordinateur. Et pour faire justement ce fameux tableau de score-là, ils ont mis au test tous les antivirus populaires sur le marché.
Et donc, au niveau des séries de tests, bon, ils leur ont fait télécharger des fichiers sur l'ordinateur, on a installé des applications et des logiciels, on a copié des fichiers d'un disque dur à un autre, on a été naviguer sur le web, on a navigué sur Chrome, on a regardé des vidéos. On a regardé également l'impact des logiciels, des antivirus en fait, sur le temps nécessaire pour créer des nouvelles archives sur l'ordinateur, combien de temps ça prenait pour ouvrir des programmes comme Microsoft Office, des documents PDF, bref, toute une série de tests de performance d'ordinateur lorsque chacun des antivirus sur le marché était installé et activé sur les fameuses machines en question. Et donc, roulement de tambour, quel est l'antivirus qui s'est classé numéro 1? Les paris sont ouverts, je pense pas que vous allez le connaître. Il s'agit de l'antivirus K7, antivirus donc qui se classe au premier rang au niveau de l'efficacité au niveau de l'ordinateur pour réduire son impact pour les performances de l'ordinateur. Deuxième rang, Panda. Troisième rang, Kaspersky. Quatrième rang, E7. Cinquième rang, McAfee. Et là, je ne vous ferai pas la liste exhaustive de tous les antivirus. Si ça vous intéresse de la voir, vous pouvez consulter le lien plus bas dans la description de ce balado. Mais si on veut donner la pire note, en fait, la pire note qui a été accordée par Evitest, ça se trouve à être Microsoft Defender, antivirus qui est installé par défaut sur les ordinateurs munis de Windows 10 et de Windows 11. Donc, vous l'avez pour dit. Si vous avez Windows Defender, ben, c'est celui qui, étrangement, impacte le plus l'ordinateur. Bon, cependant, il ne faut pas nécessairement faire son choix d'antivirus avec l'antivirus qui a le moins d'impact sur l'ordinateur. Ce qu'on veut, c'est l'antivirus qui a le meilleur score de détection. Pardon, ce qu'on peut faire, c'est justement pas juguler, mais mettre les deux ensemble dans la mesure où je vais regarder d'un côté, bon, lui, il a un score de détection à 100%, il y en a quand même quelques-uns qui ont des scores de détection quasi parfaits. Et là, après ça, à gauche, je vais regarder lequel a le moins d'impact. Et à partir de là, je vais être en mesure de savoir, de prendre le bon niveau, à savoir, bon, ben lui, il est numéro 1 pour le score de détection, il est numéro 3 pour la vitesse. C'est peut-être mieux que celui qui est numéro 2 pour la détection, mais qui se trouve à être 15e pour la vitesse. Bref, ce sont des outils qui nous permettent, encore une fois, de faire un choix judicieux. Et si vous voulez voir donc également non seulement l'étude pour les antivirus au niveau de l'impact et de la vitesse, mais également les antivirus au niveau du score de détection, on vous a mis les liens dans la description de ce balado. Bon, on se transfère justement au niveau des ordinateurs portables, mais plus en fait, des tablettes, mais pour ceux qui peut-être hésitent dans leur magasinage, dans la mesure où il y a plusieurs personnes des fois qui cherchent, mais je veux un ordinateur portable, mais en même temps, une tablette, ça pourrait me tenter. J'aime ça avoir la portabilité, j'aime ça avoir le touchscreen, quoi que ce soit, bien que bon, il y a des ordinateurs portables qui ont des touchscreens. Toujours est-il que c'est pas nécessairement toujours facile de faire un choix entre les deux. Puis il y a bien des personnes des fois qui vont décider d'opter pour s'acheter un ordinateur portable, puis après ça, plus tard, s'acheter une tablette. Et c'est dans ce cas échéant-là que Microsoft a voulu régler le problème en proposant ces fameuses tablettes Surface. Et j'ai donc pu faire l'essai de la tablette que j'ai moi-même devant moi. Donc, c'est la Surface Pro 9. C'est la dernière version de la tablette haute performance, dirais-je, de Microsoft. Là, je vais tasser mes choses pour la présenter adéquatement. Et là, vous allez voir mes notes que j'ai prises. Toujours est-il que c'est une tablette, d'une part, avec un écran qui est massif. C'est un écran de 13 pouces. C'est vraiment une grosse tablette. Malgré tout, ça reste une tablette qui est très légère quand même. Là, on parle d'un peu moins de 2 livres. C'est vraiment, ça pèse quasi rien. Résolution d'écran vraiment excellente avec une résolution de 2880 par 1920. On a un taux de rafraîchissement de l'image à 120 Hz. Bref, si on veut en faire une tablette de divertissement, ça peut aisément le faire avec cette qualité d'écran-là. C'est super beau pour regarder nos films, regarder nos divertissements, jouer à nos petits jeux ou même peut-être même nos gros jeux. Parce que oui, c'est possible de jouer à des jeux qu'on pourrait qualifier de AAA. Par contre, attention, dans la mesure où c'est pas un ordinateur de jeu, on n'a pas nécessairement la carte graphique adéquate pour y rouler, notamment, je sais pas, le dernier Call of Duty avec les specs dans le plafond ou quoi que ce soit. Par contre, on peut jouer via le nuage, hein, le fameux Xbox Game Pass. Donc, avec Internet, on va littéralement aller se connecter à un serveur qui, lui, après ça, a littéralement les composantes nécessaires pour jouer le gros jeu. Puis, dans le fond, on va juste nous redistribuer le flux vidéo à même notre écran.
Donc là, avec cette qualité d'écran-là, encore une fois, et ce taux de rafraîchissement-là, c'est littéralement comme si on avait un ordinateur de jeu entre les mains. Encore faut-il, par contre, avoir une bonne connexion Internet en toute franchise. Mais vraiment, au niveau de divertissement, là, c'est une excellente tablette. Après, bon, le côté qui est attrayant d'une Surface Pro, c'est pour ses performances dignes d'un ordinateur portable. Parce que franchement, là, sous le capot, là, c'est littéralement un ordinateur portable. On a le choix au niveau du processeur. C'est un processeur Intel de 12e génération, certifié Evo. On a le choix entre un i5 ou bien un i7. Après ça, au niveau de la mémoire vive, on peut aller entre 8, 16 et 32 GB de mémoire vive. Bref, combiner ça, notamment par exemple, pour moi, ce serait un 16 GB de RAM avec un i7, là, puis pouf, il n'y a pratiquement rien qui peut nous arrêter avec ça. Au niveau des performances, que ce soit pour des logiciels qui sont plus énergivores, comme du Photoshop notamment, ou du vidéo editing, ça va vraiment être en mesure de supporter ce type de logiciel-là. Également, tablette qui a été conçue et pensée pour le travail, surtout pour le contexte que l'on connaît depuis 2 ans, travail hybride, télétravail. Donc, tablette qui, pour les appels vidéo, va s'avérer vraiment intéressante, notamment parce qu'on a une caméra webcam de 1080p, donc une excellente caméra frontale qui, combinée avec Windows 11, parce que ça vient avec Windows 11 d'emblée, Windows 11 qui, depuis la dernière mise à jour automnale, utilise l'intelligence artificielle pour rehausser la qualité de nos appels, pour flouter dans l'arrière, pour pouvoir masquer, atténuer les bruits ambiants. Je pense notamment, encore une fois, quand on est à la maison, peut-être que le chien aboie, les enfants jouent, quoi que ce soit. Donc, on va être en mesure de réduire les bruits ambiants. Donc, vraiment, encore une fois, on en tire pleinement profit avec cette tablette-là. Également compatible au niveau de l'Internet, compatible avec le nouveau protocole Wi-Fi 6E. C'est pas tout le monde nécessairement qui ont ça comme Wi-Fi. Moi, je l'ai à la maison. Si vous avez une excellente connexion Internet plus un type de routeur avec le Wi-Fi 6E, vous voyez les vitesses de téléchargement sont débiles sur cette Surface Pro 9-là. Également, on a la possibilité d'avoir un modèle 5G si c'est quelque chose qui vous intéresse pour pouvoir avoir accès à l'Internet partout avec vous. Et l'autre force que je trouve des tablettes Surface comparativement à bien d'autres tablettes sur le marché, c'est qu'on a 2 ports. Alléluia! Hein, combien de fois, peut-être que vous êtes déjà pris avec un iPad avec un seul port, puis là, vous êtes pris à devoir la charger, mais vous voudriez y brancher aussi un périphérique, un écran, quoi que ce soit, puis il faut s'acheter un splitter, puis blablabla, c'est du niaisage. Et là, dans ce cas-ci, donc, on a 2 ports USB-C de type Thunderbolt 4, des ports qui vont excessivement vite. Donc ça, c'est vraiment le fun. Et on n'a pas nécessairement besoin, donc encore une fois, c'est même pas des ports pour la charger, puisque le port est sur l'autre côté. C'est un port qui est vraiment dédié à la Surface. Et au niveau de la batterie, c'est 15 heures d'autonomie environ. Moi, c'est grosso modo ça que j'ai pu en soutirer. C'est sûr que j'ai pas fait du montage vidéo, j'ai pas fait du montage photo avec ça. Plus de la bureautique bien normale, mais 15 heures quand même, c'est déjà dans l'autonomie d'un ordinateur portable. Après, bon, vous le voyez, il y a un clavier qui ne vient pas avec la fameuse Surface Pro 9. C'est un des inconvénients, je dirais ça. Puis, bon, le support à l'arrière, c'est sûr que c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin justement, on n'est pas obligé de s'acheter un support quelconque externe. Par contre, c'est sûr que pour en faire un ordinateur portable sur les genoux, c'est pas nécessairement ce qui est le plus convivial. Toujours est-il que je veux revenir sur le clavier que Microsoft appelle le clavier signature. Donc, clavier qui ne vient pas avec la fameuse tablette, de sorte que si on va en faire un ordinateur, bien, on est un peu forcé de se procurer un clavier. Pas nécessairement obligé d'être celui-ci, vous pouvez utiliser n'importe quel clavier Bluetooth, mais donc celui-ci va venir agir comme une couverture pour le fameux couvrir le fameux écran. Mais les touches fonctionnent super bien, le papier plastique se fait super bien, et on a également un petit crayon qui se trouve être le Slim Pen 2 qui va nous permettre de dessiner ou bien de prendre des notes manuscrites. C'est inclus avec le clavier. Après, bon, ça demeure une tablette qui est dispendieuse, mais on est dans les prix d'un ordinateur portable et c'est raisonnable dans la mesure, encore une fois, avec les performances que l'on obtient, toute la polyvalence que l'on a avec la tablette, ça vaut franchement la peine. C'est entre 1279 $ et plus de 3000 $. Par contre, si vous allez dans le whole shebang, il faut ajouter un 350 $ de plus pour le clavier à part. Mais ça reste un excellent produit, encore une fois, hybride de Runner, si vous étiez quelqu'un qui considériez entre une tablette et un ordinateur portable.
Je parlais de notes manuscrites avec la Surface et le Slim Pen 2. Vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui me regardent sur YouTube, que j'ai depuis tantôt un crayon, et un cahier à côté de moi. C'est un cahier que j'ai découvert la semaine dernière. J'étais à un événement d'Amazon, ils m'ont donné ça pour prendre des notes. Je connaissais pas, j'avais jamais vu ça. Puis je vois qu'il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui connaissaient ça, mais moi je ne connaissais pas. C'est le Rocketbook Fusion. C'est littéralement un cahier de notes conventionnel avec lequel on va écrire avec un crayon conventionnel. C'est un crayon pilote. Mais la magie de tout ça, c'est qu'on peut numériser nos fameuses notes manuscrites avec notre téléphone intelligent et envoyer ça, d'une part par courriel, mais on peut également les enregistrer dans nos applications de stockage en nuage. Je pense notamment à Google Drive, je pense à OneDrive, je pense même à des applications bureautiques comme Trello. Donc, on peut envoyer le tout. Je trouve ça franchement intéressant dans l'optique où, justement, peut-être on aime ça prendre des notes manuscrites, mais on veut pouvoir avoir le tout numérisé. Puis plutôt que d'essayer de sortir sa caméra photo et quoi que ce soit, de pouvoir avoir un cahier qui est pleinement pensé pour ça. C'est super bien fait, d'autant plus que ça peut transcrire ce que l'on note, ce qu'on a noté. Ça fonctionne relativement bien. Le texte que j'ai écrit littéralement pour cette chronique-là, je l'ai écrit à même le cahier. La transcription s'est faite correctement, je dirais à 80%. Sauf que la pagination n'est pas toujours parfaite, la ponctuation n'est pas toujours parfaite. Des fois, il y a des accents qui ont été oubliés ou bien des points qui ont été oubliés. Donc, c'est important de se relire. C'est toujours important de se relire après avoir écrit. Mais toujours est-il que je trouve que c'est une option qui est super intéressante pour ceux qui veulent prendre, encore une fois, des notes manuscrites. Ça ne coûte pas si cher que ça. C'est 50$. C'est le cahier, le crayon et un petit chiffon en microfibre qui nous permet donc d'effacer le tout. C'est vraiment super intéressant. Peut-être même une super belle suggestion de cadeau pour quelqu'un qui aime, encore une fois, prendre des notes manuscrites. On reste dans l'idée de vouloir scanner des trucs. Cette fois-ci, j'en parlais d'entrée de jeu, donc des solutions pour recevoir nos cadeaux de Noël de façon sécuritaire. Et l'une d'entre elles, souvent, c'est de se munir d'une sonnette intelligente. Bon, par contre, une sonnette intelligente, ça coûte cher, puis ça ne va pas nécessairement résister aux intempéries du Québec, surtout pendant l'hiver. La sonnette intelligente, pourquoi on veut l'avoir, notamment pour nos colis? Mais c'est parce qu'on veut pouvoir vérifier que le colis a bien été livré, s'assurer qu'il n'y aura pas un porch pirate, comme on appelle, donc quelqu'un qui va venir voler le fameux colis et de pouvoir, si jamais c'est le cas, on va pouvoir avoir capté en vidéo son visage et après ça, tenter de le retrouver avec la police. Toujours est-il qu'il y a une alternative beaucoup plus abordable qu'on a découvert ici à françoischaron.com. C'est une compagnie britannique, ça s'appelle Q-Bell, qui essentiellement vend des autocollants avec un code QR que l'on va coller à côté de notre sonnette. On peut y placer un message personnalisé du genre scanner le code QR pour avoir plus de détails sur où livrer mon colis ou quoi que ce soit. Et donc, dans la mesure où le livreur voit le code QR, voit le message, sort son téléphone, sort la caméra, scanne le code QR et ça nous place en communication avec le dit livreur qui, après ça, donc, on va pouvoir littéralement le texter pour lui dire « Peux-tu placer le colis derrière tel buisson ou peux-tu faire ci ou peux-tu le placer à tel ou tel endroit? » De sorte qu'on va encore une fois s'assurer que notre colis soit rendu en toute sécurité. Et on peut combiner ça avec une autre option particulièrement intéressante, donc une serrure intelligente. Encore là, les serrures intelligentes, un des X, c'est que c'est dispendieux, puis après ça, il faut tout changer le système de la serrure, justement, sur notre dite porte. Or, il existe une solution hybride qui nous permet d'avoir une serrure intelligente sans même changer tout le système, justement, de serrure que l'on a à la maison. Ça s'appelle le Switch Bot Lock. C'est super simple, c'est un mécanisme qui va venir littéralement actionner le verrou de notre porte, le petit loquet que l'on a. On a simplement à coller ça sur notre porte vis-à-vis le dit loquet. Et pour coller, ça colle. C'est vraiment des bandes 3M. C'est Héloïse, notre chroniqueuse ici, qui l'a fait laisser chez elle à la maison. Puis elle dit, j'ai pas envie de le décoller, ça va décaper littéralement ma porte. Donc, ça tient super bien en place. Et toujours est-il que, forcément, ce petit dispositif, il est connecté à Internet. Et donc, on peut déverrouiller
verrouiller à distance notre porte. Je reprends l'exemple encore une fois avec notre livreur qui a scanné notre code avec Qbell. On peut littéralement, il va nous dire « Je suis arrivé, j'ai ton colis ». Donc, on lui texte « OK, c'est beau, je t'ouvre la porte ». Et donc, avec mon SwitchBot Lock, je vais lui ouvrir à distance, place mon colis, il referme la porte, je la rebarre à distance. Ça peut être utile pour ça, mais ça peut être utile également pour laisser entrer conjointe qui a oublié ses clés ou quoi que ce soit. Bref, à vous de voir dans quelle mesure vous avez besoin d'une serrure intelligente. Mais toujours est-il que cette fameuse serrure SwitchBot Lock peut se désactiver, bon, forcément avec l'application mobile, avec une Apple Watch, avec une carte, avec un code NFC. Ça peut forcément être compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google. Également, on peut placer littéralement un petit keypad qu'on peut acheter séparément. Donc, petit keypad qu'on va placer à l'endroit, bref, sur la porte. Vous avez le loquet, l'autre bord de la porte, on va dire. On a donc un petit pavé numérique qui nous permet après ça de faire une combinaison. On voit souvent des serrures comme ça. Donc, on peut se procurer ça également si on souhaite avoir une alternative qui ne dépend pas de nous. Encore une fois, je pense à conjoint qui a peut-être oublié ses clés, il veut pas. Nous autres, on est dans une réunion, quoi que ce soit, on ne peut pas y répondre pour pouvoir ouvrir la porte à distance. Bien, ce pavé numérique-là va permettre justement à cette personne-là de pouvoir entrer. Ça fonctionne à batterie. Les batteries vont durer environ 6 mois, là, à moins que vous receviez 46 colis par jour et que vous voudriez ouvrir tout le temps au livreur Amazon ou au livreur Purolator ou quoi que ce soit. Toujours est-il qu'on peut donc changer les fameuses batteries à même le dispositif. Et je le disais, c'est abordable comparativement à une serrure intelligente. Là, je pense notamment aux serrures Yale de Nest ou quoi que ce soit qui vont dans les 400$ sans compter peut-être même le serrurier que vous allez avoir besoin de contracter pour pouvoir changer le système à la maison. Bref, ça peut coûter très cher. Alors que là, le SwitchBot Lock, comme je le disais, on colle ça. C'est 130$ pour le dispositif. Si on veut s'acheter le pavé numérique, si c'est vendu séparément, c'est 40$ supplémentaires. Si on veut les deux combinés, parce qu'ils font aussi des ensembles combinés ensemble, c'est 160$. Comme je le disais, vraiment des solutions super abordables. Puis je pense que j'ai oublié de mentionner c'était quoi le prix pour l'autocollant du code QR de la compagnie Qbell. Vous aurez compris, c'est un code QR, c'est un autocollant. Fait que c'est sûr que c'est pas super dispendieux. On parle d'environ une vingtaine de dollars. Combiner les deux, pensez-y, je n'avais pas pensé à ça, mais je combine les deux. Là. Je prends la serrure intelligente à 130$, puis je prends un autocollant à une vingtaine de piastres. Avec les taxes, on s'en tire à 200$. Donc, pour pouvoir avoir cette formule, justement, comme je le disais, pour pouvoir avoir nos colis de façon sécuritaire avec tous les achats en ligne qu'on va risquer de faire demain lors du Vendredi fou. Demandez n'importe quoi. Le balado n'est pas terminé. Ce sont les fameuses questions auxquelles on répond à chaque semaine, moi et François. Et bon, généralement, on répond à une question sérieuse, une question ludique. Cette semaine, j'ai décidé de sauter la question ludique parce que je trouvais ça un peu plate tout seul d'y répondre. Je trouve ça toujours plus drôle d'en parler avec François. Et donc, j'ai donc sélectionné plutôt deux questions de type plutôt sérieuse, entre guillemets. Là. On reste, c'est pas méga sérieux, heureusement. Donc, première question qui nous vient de Carole Sauvé. Bonjour, je suis en train de magasiner pour une batterie portable Powerbank pour mon iPad. Laquelle devrais-je acheter? De quelle marque? Il y a tellement de sortes, ça devient embêtant. Combien de milliampères? Merci. Comme vous le dites, effectivement, Mme Sauvé, c'est pas les choix qui manquent, notamment quand on regarde sur des plateformes comme Amazon. Moi, il y a une marque que j'aime particulièrement dans les périphériques comme ça, pour des batteries externes ou pour des recharges, des blocs de recharge ou quoi que ce soit. C'est la compagnie Anker, A-N-K-E-R, compagnie qui propose vraiment des bons produits. Puis au niveau des batteries portatives, quand vous me demandez justement combien de milliampères, tout dépend du type de produit auquel vous voulez recharger. Là, vous me parlez d'un iPad. Un iPad, généralement, on top of my head, c'est une batterie d'environ 8800 mAh, j'ai vraiment bonne mémoire. Mais un téléphone intelligent, souvent, ça va être dans les 3700, ça va être dans les 4000 mAh. Bref, si vous faites une recherche sur Google, vous tapez milliampères, donc M-A-H, avec le type de produit que vous avez, pour savoir justement c'est quoi la batterie que vous avez. À mesure que vous savez justement quelle est la capacité de milliampères de l'appareil que vous souhaitez charger, bien là, vous êtes en mesure justement de faire le choix de power bank, entre guillemets, qui va être adéquat pour vous. Donc, dans un cas d'un iPad, comme je le disais, c'est un peu plus de 8000. Donc, d'aller chercher peut-être une power bank d'environ 10 000 pour vous assurer d'avoir au moins une
recharge complète de votre appareil. Mais c'est ça, comme je le disais, moi, une des compagnies que j'affectionne particulièrement, c'est la compagnie Anker. Enfin, deuxième question qui nous vient de Bernadette Veillette. J'ai gagné un badge de votre part. C'est une joke ou pas? J'imagine que Mme Veillette fait référence au badge Superfan sur Facebook. En toute franchise, c'est un badge qui est accordé automatiquement par Facebook. On n'a absolument aucun contrôle là-dessus ici à françoischaron.com. Peut-être que oui, là, en fait, j'ai jamais regardé vraiment dans les paramètres de notre page Facebook. Toujours est-il que les pages, dans le fond, la raison pour laquelle vous obtenez ce type de badge de super fan sur les pages que vous suivez, que ce soit la nôtre ou sur une autre page, c'est attribué donc par Facebook aux personnes qui interagissent souvent avec les publications de la dite page, que ce soit d'en regarder souvent, de placer beaucoup de likes, de commenter souvent ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour cette raison que vous recevez ces fameux badges de super fans. J'imagine que c'est dans l'optique Facebook, justement, de vous encourager, encore une fois, à revenir plus souvent pour vous engager et donc vous récompenser, entre guillemets, vous remercier de consulter tous ces produits, toutes ces publications-là. Et on vous remercie forcément si vous êtes un super fan. D'ailleurs, si vous êtes une super fan ou un super fan de notre page Facebook, ou peut-être même un super fan de ce balado, n'hésitez pas à aller placer des pouces en l'air, à placer des 5 étoiles sur votre plateforme de balado favori. Ça va aider à monter le balado dans les algorithmes des différentes plateformes. Bien curieux de voir si vous avez aimé ce balado que j'ai animé solo. Je dois avouer, le temps a flyé comme ça se peut pas. Au début, je me disais fallait que je ralentisse. J'ai trop ralenti, j'ai réaccéléré. Bref, j'espère que ça a été plaisant dans vos oreilles. Donc, la semaine prochaine, François sera de retour pour l'épisode 2.12 et l'autre personne qui sera de retour, l'autre entité qui sera de retour à cet épisode sera notre commanditaire Best Buy qui on remercie encore une fois d'avoir commandité ce balado 2.11. Donc on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Monsieur François Charon. Au revoir. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.